Nous sommes aujourd'hui avec Marine Le Pen, elle est la présidente du Front National en France. Elle a obtenu 20% des voix aux dernières élections présidentielles. Elle est donc la présidente du troisième parti politique français. Sa ligne de politique étrangère est radicalement différente de celle qu'a tenue Nicolas Sarkozy, qui est intervenu militairement en Libye, et de celle de François Hollande, qui souhaite faire tomber le gouvernement syrien Manu Militari. Marine Le Pen s'oppose à contrario à l'ingérence et elle défend la souveraineté des États. Si Bachar al-Assad devait tomber, seul le peuple syrien peut le renverser, et s'il devait rester, il s'avérerait que le peuple syrien aura majoritairement voulu conserver son président. Car la révolution est plus forte que la répression de la tyrannie. Cette position originale a suscité notre curiosité et nous avons voulu en savoir davantage sur la ligne de politique étrangère que Marine Le Pen défend. En tant qu'Arabe, nous avons naturellement voulu savoir quelle ligne de politique étrangère elle défendrait pour le Moyen-Orient si elle était un jour présidente de la République française. Vous verrez que cela vaut le détour. Elle est d'une lucidité assez rare chez les hommes politiques occidentaux pour le faire remarquer. Mais il y a aussi chez elle un parti pris des choses, comme dirait Ponge. Avec cette opposition systématique aux révolutions qui est ancrée dans les gènes de son parti, qui est très conservateur. Y a-t-il néanmoins un homme politique qui n'a pas de parti pris? Il est bon de rappeler que la lucidité est un privilège de la liberté. Et dixit Albert Camus, l'intelligence dans les chaînes perd en lucidité ce qu'elle gagne en fureur. Donc, Monsieur Jean-Marie Le Pen et vous-même Marine Le Pen avez émis vos réserves sur les printemps arabes. Ces révolutions ont pourtant chassé du pouvoir de despotes. Pourquoi avez-vous émis ces réserves ? Parce que gouverner c'est prévoir et que immédiatement nous avions hélas prévu que très probablement ces révolutions dont je pense que le départ était des révolutions sociales liées d'abord à la corruption des dirigeants et à l'absence de participation du peuple à l'essor économique de ces pays allaient être récupérées. Avec ou sans d'ailleurs l'aide de pays extérieurs par les fondamentalistes islamiques et que au printemps arabe succéderait l'hiver islamiste. Je crois que ce risque s'est réalisé, qu'il s'est réalisé à cause aussi de l'aveuglement des pays occidentaux. Et aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas plus de droits, mais que la dérive semble plutôt aller vers moins de droits pour la population, moins de droits pour les femmes, l'intervention plus ou moins marquée de la charia, des pressions qui visent, à mon avis, à diminuer les libertés individuelles et les libertés publiques. D'accord. De nombreux spécialistes sur le Moyen-Orient dénoncent, comme vous d'ailleurs, l'instrumentalisation par les fondamentalistes, qui sont en fait des wahhabo-salafistes, de ces révolutions et parlent à présent d'hiver arabe, ce que vous avez dit. C'est la raison pour laquelle ils appellent les dirigeants du monde à la prudence dans les décisions qu'ils prendront pour le règlement du conflit syrien. Pouvez-vous nous dire clairement quelle est la position du Front National sur la rébellion syrienne et quelles solutions vous préconisez pour régler ce conflit? Alors, d'abord que les choses soient claires, nous sommes contre l'ingérence. Voilà. Nous nous battons en France pour la souveraineté du peuple français, la liberté de la France, mais lorsque nous défendons la liberté, l'identité, la souveraineté de notre peuple, nous défendons la liberté, la souveraineté, l'identité de tous les peuples du monde, dont nous pensons qu'ils doivent garder la maîtrise de leur destin. Donc nous avons été contre l'intervention en Libye, dont je rappelle tout de même qu'elle a contribué à mettre au pouvoir des fondamentalistes islamiques qui ont immédiatement imposé la charia, et comme, si j'en crois, je ne suis pas souvent d'accord avec elle, mais l'Europe a indiqué dans un arrêt devenu célèbre que la charia est contradictoire avec la démocratie. La Libye n'y a donc pas gagné en termes de démocratie. Commettre la même erreur en Syrie serait évidemment absolument impardonnable. Donc
je pensais dès le départ que c'était par la diplomatie que l'on pouvait tenter de trouver la voie du dialogue en Syrie. Ça n'a pas été le cas. Les puissances occidentales ont fait exactement la même chose qu'en Libye, mais de manière secrète. La réalité, c'est que nous avons contribué à conseiller les rebelles syriens qui eux-mêmes ont été pris en main par les islamistes, que nous sommes servis de nos alliés qataris et saoudiens pour armer les rebelles syriens, et qu'aujourd'hui on est face à une guerre civile dont évidemment les populations civiles sont les premières victimes. La Syrie qui a dénoncé le rôle du Qatar dans l'instrumentalisation des manifestations, qui étaient, il faut le dire, originellement populaires et pacifistes. Ces manifestations ont en effet donné l'occasion au Qatar et à d'autres monarchies de la péninsule arabe de mettre à mal l'État syrien, qui est un allié de l'Iran, contre lequel les pétromonarchies nourrissent une hostilité séculaire, et alors que l'Iran devient une puissance régionale majeure qui a réussi à mettre en place un axe qui s'étend aujourd'hui jusqu'à Alger, dont Damas est l'élément de coordination. Le Qatar a aussi posé des problèmes en France, en s'ingérant dans la gestion des banlieues. Et il tente aujourd'hui de racheter une part significative du patrimoine immobilier français et des groupes de presse français, ce qui est très problématique. Selon vous, quelle est la stratégie de ce pays? Pour quel projet politique a-t-il réellement une puissance de nuisance? Et êtes-vous satisfaite de la diplomatie qui est actuellement engagée à son endroit? Alors je pense que le Qatar cherche à obtenir le leadership. Mais c'est un tout petit pays. Mais c'est un pays très riche, et qui se sert de la faiblesse d'âme, peut-être même de la tendance significative de la classe politique française à la corruption, pour prendre des intérêts dans des pays occidentaux et se servir ainsi de ses amitiés avec la classe politique, notamment française, pour tenter d'asseoir son leadership dans la région. Je suis la seule à m'être opposée et à avoir dénoncé en toutes circonstances la mainmise du Qatar dans notre pays. Que ce soit dans les banlieues, en indiquant qu'en aucun cas je pensais qu'il ne s'agissait là d'œuvres humanitaires, mais bien évidemment d'une mainmise politique sur des populations dont on sait que ce sont des populations fragilisées dans leur identité et qui pourraient un jour être instrumentalisées, et notamment évidemment contre la France, mais également les investissements dans le football, l'achat de notre patrimoine, les conventions fiscales signées avec la France, qui permet aux Qataris de ne pas payer d'ISF. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi un certain nombre de nos grands patrons veulent devenir belges. Ils n'ont qu'à devenir Qataris. C'est beaucoup plus intéressant sur le plan fiscal, à mon avis, que de devenir belge. Bon. Donc je vois bien le jeu du Qatar. Je ne suis pas dupe. Il n'y a qu'un malheur, c'est que tant l'UMP que le PS ont offert à ce pays un véritable tapis rouge, et il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait soit un représentant de la droite, soit un représentant de la gauche qui soit au Qatar en train de préparer les futures conventions entre le Qatar et la France. Je pense que le Qatar a joué un rôle partout, dans toutes les dérives qui ont succédé à ces printemps arabes, et évidemment cette situation m'apparaît très dangereuse. Voilà. Alors, nous avons évoqué le Qatar, mais il serait dommage de ne pas voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Il y a surtout l'Arabie Saoudite. Qu'en est-il de la position du Front National à l'endroit de l'Arabie Saoudite? La même qu'à l'égard du Qatar. Voilà, nous sommes extrêmement réservés, extrêmement prudents et très lucides sur le rôle que jouent l'Arabie Saoudite et le Qatar, parce que je pense que ce rôle est conjoint dans le monde et en Europe en particulier. Alors, il y a depuis peu un autre pays qui a rejoint cette alliance. Son califat avait pourtant lutté contre le wahhabisme qu'il avait déclaré hérétique. Je parle bien sûr de la Turquie, qui fait le jeu des wahhabo-salafistes au Moyen-Orient, puisqu'Istanbul est devenu comme Doha le terrier des salafistes en tout genre. L'attitude
l'attitude de la Turquie qui soutient les wahhabo-salafistes dans les printemps arabes, quand ceux-ci sont responsables d'attentats meurtriers en Europe et ailleurs, et alors que d'autres forces d'opposition pourraient être soutenues, a-t-elle renforcé votre position sur son intégration à l'Union européenne, c'est-à-dire votre refus qu'elle l'intègre? Bon, de toute façon, je pense que la Turquie, elle aussi, cherche aussi à avoir un leadership. Hein. Et par conséquent, elle essaye d'utiliser et les uns et les autres. Donc je crois que la Turquie a le pied dans plusieurs sabots. Voilà, ça me paraît. Je pense que sa situation et sa position est moins claire que celle que vous exprimez et que pour l'instant, elle cherche un peu à jouer sur tous les tableaux. Mais il n'y avait pas à me convaincre, je veux dire, du refus de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Nous avons toujours été contre, sans d'ailleurs porter de jugement, en l'occurrence, sur la Turquie, tout simplement parce qu'elle n'est pas un pays européen, ni géographiquement, ni historiquement, ni culturellement, et que donc elle n'avait strictement, à mon sens, rien à faire dans l'Union européenne. Ce que je reproche en revanche à la classe politique européenne, c'est de laisser croire à la Turquie qu'elle pourrait un jour entrer. Je pense qu'il faut avoir du respect dans les relations internationales que l'on a, quelles qu'elles soient, y compris le respect de la franchise. Et la franchise, ça consiste à dire aux Turcs, bah, écoutez, vous n'êtes pas européens, donc vous ne rentrerez pas dans l'Union européenne. Je pense que cela aurait probablement rendu les relations entre la Turquie et l'Europe, et en particulier la France, plus claires et plus saines qu'elles ne le sont actuellement. Alors la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar sont protégés par les États-Unis, qui ont eux aussi fait le jeu des wahhabo-salafistes au profit des marchés financiers et d'Israël, les deux étant liés par un jeu de lobbying. Quelle est aujourd'hui la position du Front National vis-à-vis des États-Unis? Bah, si vous voulez, il faut quand même bien admettre, vous faites une analyse, c'est la vôtre, mais qu'à chaque fois que les États-Unis se sont mêlés de politique étrangère, ça a été un drame. Hein. Il faut quand même avouer qu'en matière géostratégique, ce pays est une véritable catastrophe. Hein. On peut retourner d'ailleurs au Shah d'Iran pour s'apercevoir que les choix qu'ils font sont très contraires au discours qu'ils tiennent. Parce qu'on ne peut pas d'un côté lutter contre le fanatisme, soi-disant mener la guerre contre le terrorisme fanatique, et en même temps, à chaque fois, être derrière les fondamentalistes islamiques dans l'ensemble des pays où ils interviennent. Ce que je conteste formellement, ce qui me concerne moi, dirigeante politique française, c'est notre... comment dire, le fait de suivre les États-Unis en toutes circonstances. Je veux dire, il suffit que les États-Unis sifflent pour que immédiatement la France arrive pour suivre les États-Unis dans la défense d'intérêts financiers qui sont des intérêts financiers américains et qui ne concernent en aucune manière les intérêts français. Nous nous faisons ainsi des ennemis là où peut-être avant nous n'en avions pas, pour un bénéfice nul sur, encore une fois, notre sécurité, nos relations géostratégiques avec tel ou tel pays du monde. Alors, les États-Unis qui font de plus en plus face à la Fédération de Russie, avec laquelle vous avez appelé la France à s'entendre. Êtes-vous plutôt États-Unis ou plutôt Russie? Mais je pense que historiquement, géostratégiquement, économiquement, nous avons tout intérêt à effectivement renforcer nos relations avec la Russie. Moi, je crois à l'or boréal, hein, de Brest à Vladivostok. Je remarque que le mur de Berlin, sous la pression des Américains, n'a pas été détruit, il a juste été mis sur roulette, hein, on l'a juste déplacé, et que la guerre froide existe toujours entre les États-Unis et la Russie. Or, la Russie est un grand pays, et c'est un pays qui nous permettrait, si on engageait loyalement des relations économiques avec elle, notamment de ne pas dépendre de ces monarchies pétrolières, ou de moins dépendre de ces monarchies pétrolières, dont on voit que d'abord elles ne sont pas à l'abri de déstabilisation et que de surcroît elles ont sur nous un pouvoir de plus en plus important que je conteste. Alors, avant d'appeler à la coopération avec les Russes, vous avez tenté de vous rapprocher des Juifs qui vous considèrent comme un parti antisémite, notamment depuis que M. Jean-Marie Le Pen a tenu des propos négationnistes sur la Shoah, et après qu'il a pris le parti des Palestiniens en s'opposant au colonialisme israélien. Ce rapprochement a-t-il changé votre position sur Israël? Est-ce un rapprochement à l'intention des Juifs ou d'Israël? Mais d'abord, il n'y a pas de rapprochement ou de non-rapprochement avec les Juifs ou pas avec les Juifs. Israël est un pays.
Voilà. Nous avons toujours dit qu'Israël est un pays. Nous avons d'ailleurs, le Front National, toujours reconnu l'existence d'Israël comme pays. Par conséquent, j'ai avec Israël des relations que j'ai avec d'autres pays et qui sont des relations de dialogue. Je suis juste allé dire que nous ne sommes pas antisémites. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous ne contestons pas un certain nombre de la politique qui est menée par Israël, de la même manière que nous pouvons contester la politique qui est menée par le Qatar, la politique qui est menée par les États-Unis. Nous avons une position en matière internationale. Bon, je pense surtout que la France devrait se mêler le moins possible du conflit israélo-palestinien. J'ai plaidé. Oh, c'est un vœu pieux, hein, je dis pas, hein, mais j'ai plaidé pour que Israël ait droit à sa sécurité et que la Palestine ait le droit à une existence et à une souveraineté. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je me suis positionné comme étant défenseur de l'entrée de l'État palestinien, hein, de la reconnaissance de l'État palestinien dans les instances internationales. Je crois que ma position est équilibrée. Et je n'entends pas qu'elle soit autrement. Alors, vous le savez, pour l'avoir souvent dénoncé, la situation des Palestiniens est tragique. Leur pays a été découpé au profit de la création de l'État d'Israël, qui a violé le droit international en occupant des territoires palestiniens et Jérusalem décrétée zone administrée par l'ONU, et a récemment entamé un blocus contre Gaza. D'abord, condamnez-vous le blocus contre Gaza. Ensuite, dénoncez-vous le viol des frontières de 1947 par Israël. Enfin, reconnaissez-vous à Israël sa légitimité d'être quand un des anciens responsables de votre parti politique, M. Roger Hollande, a écrit que la Palestine n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Bon, alors d'abord ce que pense M. Roger Hollande, c'est ce que pense M. Roger Hollande. Deuxièmement, ce que je veux, c'est la paix, moi. Voilà. Et tout ce qui peut contribuer à mettre de l'huile sur le feu dans un conflit qui n'en a vraiment pas besoin ne me paraît pas aller dans le bon sens. Et j'aimerais bien, je m'aperçois que ce conflit, si vous voulez, est un peu pris en otage bien souvent par des extrémistes des deux côtés. Le blocus est une stupidité. D'abord, il est injuste parce qu'il touche des populations civiles. Deuxièmement, il est stupide parce qu'en réalité, il renforce le pouvoir de ceux qui tiennent les tunnels. Et qui, de ce fait, si vous voulez, sont ceux qui, dans l'esprit de la population civile, les font vivre. Bon. Donc c'est en même temps inefficace et injuste. Nous avons fait un certain nombre de propositions, mais le problème, c'est que la France a perdu sa capacité diplomatique en la matière. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de se soumettre et de suivre en toutes circonstances la politique internationale américaine, la France qui avait cette voix particulière dans le monde qui pouvait, à mon avis, beaucoup faire avancer la diplomatie, notamment dans des conflits très profonds et très anciens comme celui-là, ne peut plus jouer ce rôle parce que la France est assimilée aux États-Unis et quels que soient les propos que l'on tienne, eh bien, à chaque fois, l'un ou l'autre vous dit « Ah bah oui, mais ça c'est parce que la France est soumise aux États-Unis ». Donc ça, je ne peux d'abord que le regretter. Je pense que la France doit retrouver ce rôle de leader des pays non alignés. Et donc retrouver une force dans sa voie diplomatique. Alors ça passe par des propositions que nous avons faites, notamment que Jérusalem soit considérée comme ville internationale, où chacun pourrait avoir accès, parce que c'est un patrimoine de l'humanité. Hein. Bien sûr, ça fait pas plaisir ni aux uns ni aux autres. Alors, il y a quelques Palestiniens et Israéliens en France, enfin, quelques Français d'origine palestinienne et israélienne en France. Ce sont des immigrés ou des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Ils ont souvent entendu dire que le Front National est raciste. Que leur répondez-vous? Les considérez-vous comme Français? Oui, moi j'ai une vision nationale. Moi. Je considère que les Français, tous ceux qui ont la nationalité française, et j'aimerais que tous aient conscience que la seule question que doit se poser un Français face à n'importe quelle situation, c'est quel est l'intérêt de mon pays et de mon peuple. Voilà. Vous savez que nous sommes contre la double nationalité parce que nous considérons que comme on n'a qu'une seule identité, on n'a qu'une seule nationalité. Et que la multiplication de ces doubles nationalités ont donné des gens qui ont des sentiments nationaux divisés entre leur pays d'origine et la France. Donc, moi j'ai un grand projet fédérateur, hein, c'est que la France reste la France. Je pense que si beaucoup de gens sont venus en France, c'est justement parce que la France était la France. Et qu'un certain nombre d'entre eux contribuent à la faire changer, reste pour moi un mystère insondable.
Si c'est pour faire de la France l'Iran, ou pour faire de la France l'Arabie Saoudite, ou pour faire de la France les États-Unis, ou pour faire de la France, autant qu'ils aillent en Iran, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Voilà. La France, elle est spécifique, elle est particulière. Et je pense que le monde a besoin de la France. Voilà. Et tous ceux qui veulent avec moi participer à ce que la France reste la France sont évidemment le bienvenu dans le combat qui est le mien. Si je vous comprends bien, les Français d'origine étrangère sont français, mais ils doivent abandonner leur double nationalité. Oui, je crois que ce serait sain qu'ils abandonnent leur double nationalité, oui. Parce que cette double nationalité, encore une fois, a été le siège de... Voilà, d'un mal-être, d'un malaise, d'un problème d'identité dont on paye aujourd'hui assez lourdement les conséquences dans certaines banlieues. Alors, nous allons passer sans transition à un autre sujet qui est l'Iran. Vous savez sans doute que l'Iran est une république islamique. La transition donc n'est peut-être pas subtile, mais il nous tient à cœur d'avoir votre avis sur la question. L'Iran est en effet au cœur des enjeux des printemps arabes avec cette lutte d'influence, l'Arabie Saoudite et les États-Unis contre l'Iran et la Russie. Et comme vous le savez, elle est à cause de son programme nucléaire persona non grata pour la communauté internationale. Elle se défend pourtant d'avoir un programme militaire, mais la question se pose quand même. Si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, quelle serait la réaction du Front National? Non mais, bon, écoutez, moi je crois que évitons de se poser des questions qui n'existent pas. Ce que je voudrais, c'est de ne pas être systématiquement dépendant des informations données par les Américains. Moi je suis désolé, je suis peut-être un esprit simple, mais j'ai quand même bien vu ce qui s'est passé en Irak. La petite fiole des armes de destruction massive, on n'a jamais vu d'armes de destruction massive. Ça a quand même fait 1,5 million de morts, la plaisanterie, dont la moitié étaient des enfants. Bon. Que l'Iran se dote de nucléaire civil, je pense que c'est parfaitement son droit, comme c'est le droit de l'ensemble des pays du monde. Je ne crois pas que l'Iran soit susceptible de se doter de nucléaire, d'armes nucléaires. Maintenant, je pense que l'arme nucléaire, de toute façon, est une arme dissuasive. Et que l'Iran sait pertinemment que si un jour ils envisageaient d'utiliser l'arme nucléaire, ils seraient probablement pulvérisés dans les 15 minutes. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de l'Iran. Absolument. Juste une dernière question, Madame Le Pen. Vous savez probablement qu'Israël envisage d'entrer en conflit avec l'Iran si elle continue ses activités d'enrichissement en uranium. Quelle serait la réaction du Front National dans ce cas? Nous l'avons dit et redit, je pense que ce serait une fantastique erreur de la part d'Israël que d'entrer en conflit avec l'Iran et que ceci pourrait avoir des répercussions mondiales. Nous remercions Marine Le Pen pour le temps qu'elle a bien voulu nous accorder et nous remercions l'ensemble de son équipe dont Ludovic Dedanne, sans qui cette interview n'aurait pas été possible. Nous remercions enfin Charlotte Soula pour son accueil très chaleureux.